Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Raymond Clotu, bonjour. Bonjour monsieur. Conseiller national UDC, vous représentez le canton de Neuchâtel. Vous êtes âgé de 46 ans et vous êtes expert comptable. C'est bien ça. Ma première question, elle est sur Yvan Perrin. Vous êtes exprimé sur cette question. Yvan Perrin qui a fait plusieurs burn-out, c'est sorti dans la presse, il s'est exprimé, il est de retour aux affaires. Est-ce que vous êtes totalement rassuré par le retour aux affaires et puis les bonnes déclarations d'Yvan Perrin? Il dit qu'il va mieux. Alors, rassuré, oui, pour le retour aux affaires, parce que je crois que tout le monde est d'accord, Yvan Perrin fournit un très très bon travail, un excellent travail même. Donc là, il n'y a pas de problème. Où je suis peut-être un peu moins rassuré, c'est effectivement par rapport à sa personne. Yvan Perrin, c'est quelqu'un de très bileux et je sais qu'il a de nombreux dossiers à traiter, notamment le dossier sur la mobilité, où nous devons aller assez vite dans le canton de Neuchâtel. Donc il y a des pressions, il a encore la problématique où il a plus de secrétaire général pour l'instant, donc c'est une pression supplémentaire. Alors à ce niveau-là, oui, là j'ai quelques inquiétudes pour dire la vérité. Pas sur sa capacité de travail et de résoudre les problèmes, parce que c'est quelqu'un, je crois encore une fois, qui l'a prouvé et qui le prouve. Mais sur ses failles, c'est ça. Ça, c'est pas la première fois que vous le dites. Lors de la campagne en 2013, vous avez même quitté la place que vous occupiez à l'époque. Vous étiez vice-président de l'UDC neuchâteloise. Pour cette raison, est-ce que vraiment, à votre avis, ça valait la peine de quitter l'UDC, de quitter votre poste de vice-président? Est-ce qu'il fallait faire vraiment quelque chose de marquant? Est-ce que la situation était si urgente? Non, mais c'est la situation qui s'était donnée comme cela. Nous étions en pleine crise. Une semaine avant, nous avions fait une conférence de presse pour donner les raisons, la présentation d'un seul et unique candidat en la personne d'Yvan Perrin. Et une semaine après cela, donc le 14 février, donc le 22 février, il y a toute cette polémique sur son état de santé qui est sortie par le matin dimanche. Et puis, chez nous, il y a eu un petit vent de panique, malgré que l'on savait qu'il allait avoir ces turbulences. La question là, elle est simple, c'est est-ce qu'on soutient notre candidat ou est-ce qu'on se désolidarise? Vous étiez pour vous désolidariser, non, j'imagine? Absolument pas, justement. Non, alors ça a été très très mal compris. Il y a certains médias qui avaient très bien compris ma position. Non, ma position était très simple. Elle était soit nous restons derrière Yvan Perrin, soit Yvan Perrin, mais lui seul, démissionne pour raison de santé. Et puis mes collègues n'avaient pas cette vision-là. Mes collègues avaient la vision de mettre un second candidat avec Yvan Perrin. Pour moi, là, il n'en était pas question, parce que vous ne pouvez pas faire une semaine avant une conférence de presse en disant le pourquoi du comment nous avons et dire le contraire une semaine et après. puis dire le contraire. Là, au niveau crédibilité politique, nous ne sommes absolument plus crédibles. C'est ce que j'ai dit à mes collègues, qui n'ont peut-être pas trop apprécié. Puis, mais nous étions dans un climat assez tendu. Le comité cantonal devait prendre une décision le vendredi. Et puis, un de mes collègues a tout simplement dit « Mais écoute, Clotu, tu n'as rien compris en politique. » Et moi, j'ai répondu « Écoutez, si je n'ai rien compris en politique, je m'en vais. » Je n'ai pas dit ça comme ça ne sert à rien que je prenne du temps à essayer de diriger un parti. Alors, on verra le résultat. Je n'avais pas dit que je m'en allais. Si ça n'allait pas dans mon sens, je quittais la vice-présidence. Mais ce qui s'est passé, à ma grande surprise, c'est qu'il y a quelqu'un qui a divulgué cela dans les médias et le lendemain matin, les médias en ont fait la une. Le virulent député de la Brivine claque la porte de l'UDC. Je ne claquais même pas la porte de l'UDC, de la vice-présidence, puis ça, je l'avais juste confirmé par SMS. Mais j'attendais la décision du comité cantonal. Mais ça vous a fait une pub? Oui, indirectement. Moi, j'entends qu'on parle de moi au niveau politique, sur des thèmes politiques, que sur des querelles où j'entends il n'y avait pas lieu d'annoncer cela à la presse. Ouais. Vous nous parliez du caractère bileux d'Yvan Perrin. Yvan Perrin, ce n'est pas le seul à faire un burn-out dans l'UDC. Nous, on se demande si le problème est vraiment chez Yvan Perrin ou peut-être dans la structure de l'UDC, dans la manière de travailler, dans la manière de structurer, de hiérarchiser. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais je ne crois pas que les burn-out sont propres à l'UDC. Vous avez eu des cas récents quand même, particulièrement à l'UDC. Vous n'êtes pas les seuls à faire des burn-out. Nous avons eu Nathalie Ricli, mais qui s'est fait soigner. Mais ça, c'est après une question. Oui, il y a une pression. Mais maintenant, nous avons une pression dans tous les domaines, que ce soit en politique,
que ce soit au niveau professionnel. Il y a une pression qui est très forte et on le voit. Moi, je le vois notamment puisque j'ai aussi une entreprise, qu'on recrute du monde. Quand vous écoutez un petit peu les gens ne sont pas très bien dans leur peau. Ça, je crois que c'est la réalité. Donc, il y a une pression générale. Mais c'est vrai qu'en politique, il faut supporter les coups. Et là, il y a peut-être une pression encore supplémentaire. Donc, il faut savoir, à un moment donné, s'aménager du temps, sa vie privée aussi. Avoir vraiment se ressourcer. Bon. Je crois que c'est quelque chose de très important. Mais encore une fois, le burn-out peut arriver à tout un chacun. Ça, je crois que ce n'est pas uniquement une question d'être UDC ou pas, ou faire de la politique. Bon, on va parler de politique justement parce que vous n'êtes pas expert burn-out. On ne vous a pas invité pour parler de burn-out. J'ai juste une vidéo à vous montrer avant puisque c'est une tradition. Et c'est une vidéo qui a un rapport avec le burn-out. Ça permettra de terminer le sujet. Regardez ceci. Des tests effectués sur des animaux permettent d'étudier les effets d'un stress continu sur l'organisme. Eberhard Fuchs étudie les toupailles, de petits mammifères asiatiques qui présentent des comportements territoriaux très marqués. Ces toupailles sont dans une situation comparable à celle de nombreux humains dans leur cadre de vie professionnel. On constate que le toupaille capturé et soumis est épuisé psychiquement aussi bien que physiquement. Il souffre d'un burn-out avancé. Les mammifères soumis, pas les autres, les dominants sont à part, présentent des indicateurs physiologiques, comportementaux et neurobiologiques très proches de ceux recueillis auprès de patients humains dépressifs. Bon voilà, ça c'est l'histoire des toupailles. Oui. Bon, donc il semblerait qu'on puisse étudier une partie du burn-out, du stress et de la dépression chez les toupailles. Ce que je trouve intéressant, c'est que les toupailles sont très attachés à leur territoire, ils sont très soumis, et ça crée un burn-out. Est-ce que vous voyez un lien avec l'UDC ? Non, alors bien sûr que nous sommes très attachés à votre territoire, mais nous ne sommes pas soumis. Ouais. C'était le non. sens de ma question. Parce qu'on voit là, c'est chez les toupailles, hein, on ne parle pas des élus UDC, oui, mais chez les toupailles, on voit que les mâles dominants n'ont pas tellement de problèmes de burn-out, mais que ce sont les soumis qui posent problème. Est-ce qu'il n'y a pas là une hiérarchie chez les toupailles comme à l'UDC ? Non, alors à l'UDC, il n'y a pas une hiérarchie, encore une fois. Il y a une hiérarchie, mais il n'y a pas une hiérarchie écrasante. Mais comme dans tous les partis, oui, puis dans tous les groupes. Mais j'entends, tout le monde s'exprime. Nous avons, moi je le vois à Berne quand nous préparons une séance de groupe, chacune et chacun a la possibilité de s'exprimer. Si nous ne sommes pas d'accord l'un envers l'autre, donc la minorité peut également s'exprimer. Et puis après, il y a un vote, et puis là on décide, ce que l'on va voter ou ce que l'on va prendre comme décision en fonction des dossiers. Et puis quelquefois il arrive, alors bien sûr il y a des thèmes clés qui sont axés au niveau de la sécurité, notamment peut-être certains thèmes au niveau financier. Là, c'est quand même bien qu'on ait l'unanimité au niveau du groupe. Vous recevez des messages. Mais c'est pas qu'on reçoit des messages, mais il y a aussi une crédibilité du groupe à avoir. Mais on ne reçoit aucun message, mais je pense que ça va de soi. Vous recevez des éléments de langage quand même, non ? C'est quand même connu, j'entends, pour le parti au niveau de la sécurité, la problématique de l'immigration. Là, je pense que c'est important qu'on soit unis. Après, pour les autres thèmes, on a chacun une certaine liberté de vote. Si on n'est pas convaincu avec quelque chose, on peut très bien voter le contraire. Mais je pense pour les thèmes clés, là, il est important qu'on ait une unanimité, mais il y a toujours, alors bien sûr, au sein du groupe, des discussions. Les discussions, quelquefois, elles peuvent être virulentes, et ça, je pense que c'est une bonne chose, que chacune et chacun puisse s'exprimer. C'est peut-être ce qui manque au toupaille, en fait. Il n'y a Alors, pas suffisamment de discussions virulentes. Bon, parlons de politique. Vous êtes un nouveau conseiller national. Oui, je fais un bleu. Oui, exactement. Quand vous découvrez ce conseil national, à l'interne, c'est comme vous l'imaginiez, vous avez été surpris en bien, déçu en bien, on pourrait dire dans certains cantons. Alors bon, la première chose, c'est quand même un honneur d'arriver au Palais fédéral. Ça en impose. Ça en impose. Quand vous arrivez là la première fois, je me souviens que j'étais enfant, j'allais avec mes parents, quelquefois visiter. Jamais j'aurais pensé un jour siéger dans le palais. Alors là, c'est vrai que c'est très imposant, fait chaud au cœur. Et puis, vous avez aussi quand même, il y a des responsabilités en tant qu'élu. On représente le peuple, je représente le peuple. Ça, on s'en doute. Mais le fonctionnement interne d'un Parlement, on parle beaucoup, par exemple, des pas perdus, des lobbies, des discussions entre les partis, de l'esprit de camaraderie ou non avec les autres conseillers nationaux. Ça, vous êtes surpris, vous êtes déçu ?
Non, je ne suis pas déçu. Je crois qu'il y a, alors bien sûr qu'au Parlement, quand nous avons les sessions, là nous sommes rapporteurs en quelque sorte de ce qui s'est décidé dans les commissions, parce que là, il y a un très grand travail qui est effectué au sein des commissions. Et puis après, il y a aussi un travail, effectivement, entre collègues. Il faut qu'on apprenne à se connaître de partis différents. Et peut-être, un jour ou l'autre, il y a des majorités qui vont se créer. Puis là, il y a tout un travail politique là autour. C'est aussi important, je pense, lors des sessions, de rester dans la capitale pour connaître aussi, quelquefois, ses adversaires, ou des fois, où on se rend compte on n'est pas très loin d'une solution, et puis en discutant autour d'un verre, on arrive à trouver la solution, puis peut-être ramener le curseur une fois un peu plus à droite, une fois un peu plus à gauche. Puis ça, je pense, ça c'est intéressant de faire cette réelle politique, et c'est comme ça qu'on avance, et puis c'est comme ça qu'on construit. Est-ce que vous avez eu l'impression de rentrer dans un monde un peu différent de celui que vous connaissiez ? Est-ce que ce n'est pas un peu un monde à part, Berne, surtout en temps de session? Vous parliez de ces verres à boire entre collègues. C'est vrai qu'on a un peu l'impression, vu de l'extérieur, que c'est un peu un monde à part quand même. Non, il y a quand même, comme je l'ai dit, il y a un très grand travail quand même de fond. Donc il y a un travail d'études, nous avons des dossiers à étudier, un bon nombre de dossiers. Donc là, il y a quand même une pression, il y a un travail aussi au sein des commissions qui est considérable. Donc ça, il ne faut pas le minimiser. Et puis après, après, il y a quand même cet entretien avec ses collègues. Après, il y a aussi effectivement les lobbies qui est normal, à quelque part, qui viennent essayer de vous démontrer par A plus B qu'il faut aller dans ce sens. Et bien, vous avez après des contre-lobbies, si je puis m'exprimer ainsi, qui vont vous dire droit le contraire. Après, c'est à vous, en fonction de ces éléments, c'est à vous, c'est votre job de vous faire une idée. En votre âme et conscience. Voilà, en notre âme et conscience. Et ça, je crois que c'est très important. Et la plupart de mes collègues le font. Ce qui est important, moi, où je me bats, il faut vraiment que nous restions des parlementaires de milice. Parce qu'effectivement, quand vous faites 3 semaines à Berne, alors ça c'est un peu mon sentiment, j'ai le sentiment qu'on est très vite déconnecté de la réalité des choses. C'est pour ça que je suis très content après de retourner dans votre entreprise. Dans mon entreprise, et puis pied sur terre, puis d'être nouveau confronté à la réalité des choses. Et ça, c'est très important. Entrons dans le concret, parce que vous avez une place qui n'est pas forcément facile en tant qu'élu UDC en ce moment à Berne. C'est la suite de l'initiative du 9 février et c'est la difficulté de la mise en œuvre de cette initiative concrètement. Surtout que vous êtes un nouveau à Berne, donc la technique parlementaire, vous ne la maîtrisez pas forcément encore totalement. Est-ce que là, vous vous sentez dans une position délicate ? Alors, je ne me sens pas dans une position délicate, mais je trouve un petit peu quand même dommage que notre parti n'ait pas plus consulté. Je prends notamment le Conseil fédéral qui avait réuni un certain nombre de personnes, mais l'UDC, donc les initiants, n'ont pas été réunis. Et ça, je le déplore parce que nous, on était aussi prêts, j'entends, à assumer nos responsabilités, donc cette responsabilité du vote du 9 février dernier, et de trouver Comment avec vous les voyez autres ça, alors le fait que vous des n'avez pas solutions. été convié à ce moment-là? Je trouve malheureux. Je trouve sincèrement malheureux parce qu'on nous fait toujours le reproche que nous sommes les Neinsager du Parlement et quand on veut essayer de construire et puis trouver des solutions, on ne nous en donne pas la possibilité. Alors, quelque part, là, c'est vrai que je trouve un petit peu. Mais est-ce que vraiment vous êtes dans cette envie de construire? C'est vrai que l'accusation qu'on vous fait, c'est aussi de dire que ça vous plaît bien de mettre le Parlement dans l'impasse dans cette situation-là. Et puis, c'est une accusation qu'on pourrait aussi mettre en parallèle avec le départ de Blocher du Parlement. On a beaucoup entendu Christophe Blocher durant la campagne du 9 février nous dire qu'il ferait des efforts au Parlement pour trouver des solutions. Il part très peu de temps après. Vous comprenez que le peuple se pose quand même des questions là-dessus. Est-ce que vraiment vous voulez travailler avec le Parlement pour trouver des solutions? Oui, mais je crois qu'on travaille avec le Parlement, on travaille tous les jours avec le Parlement pour trouver un consensus, mais je crois qu'on a aussi une responsabilité à un certain moment de dire ou de lancer le pavé dans la mare, puis dire voilà, là on a des problèmes avec l'immigration, on a des problèmes avec les frontaliers, si je pense au Tessin notamment, j'entends, et là, il faut qu'il y ait une discussion qui ait lieu. Et
puis là, je pense que l'UDC a un très grand rôle parce que vous avez la plupart des partis ont plutôt tendance à mettre la tête dans le sable comme des autruches. Non, non, mais il n'y a rien à voir, tout va bien. Et puis on sait pertinemment quand vous êtes dans le terrain. Alors c'est de ramener les problèmes et puis après, c'est ensemble de trouver la meilleure solution et la solution qui convienne à tous les partis. Mais je crois que c'est ça, en tout cas, mon approche personnelle, elle est là. On peut aussi se demander si vous n'amenez pas des problèmes. Pour votre canton, par exemple, c'est un canton qui essaie de se positionner un maximum sur l'innovation en ce moment, avec des fonds qui sont débloqués pour ça. C'est un canton qui a besoin des exportations à l'étranger. C'est un canton qui a très peur après le 9 février. Donc vous, à la fois, vous devez défendre cette initiative en tant qu'UDC, mais vous êtes aussi de Châtelois, donc vous devez faire attention. Mais, absolument, absolument. Mais je crois qu'on l'a toujours dit, nous ne sommes pas contre l'étranger. Nous voulons juste pouvoir maîtriser notre immigration. Mais vous n'avez pas peur que ça ait des conséquences sur le canton de Neuchâtel, par exemple, qui est très exposé à ce niveau-là? Oui, il y a un risque, mais encore une fois, tout se négocie. L'Europe est confrontée exactement aux mêmes problèmes que nous avons. Et vous pensez que ça vaut la peine de prendre ce risque? Comme la Hollande, qui prennent quand même des mesures. Il n'y a plus les douanes, mais il y a des contrôles très poussés de la circulation des personnes. Donc l'Europe est également consciente de cette problématique. Et ça, je crois que c'est notre rôle. Et c'est encore une fois notre responsabilité, là, à un moment donné, d'essayer de trouver des solutions, puis de dire, voilà, maintenant, stop, là, on va trop loin. Parce que la Suisse, si elle fonctionne telle qu'elle fonctionne actuellement, parce que nous sommes quand même, on fait souvent des reproches à l'UDC, mais c'est quand même aussi grâce à l'UDC que nous ne sommes pas dans l'Union européenne, et je pense quand même, grâce à cela, on a un taux de chômage qui est nettement plus bas que chez nos voisins européens. Donc la preuve que vous servez le à quelque chose. système suisse ne fonctionne pas si mal que ça. Ouais. Et je crois que tout est une question d'équilibre. Et il faut garder ce juste équilibre. Trop et trop peu gâte tous les jeux. Je crois que l'adage, on peut très bien le mettre également dans cette votation du 9 février. Donc nous, on ne demande pas de fermer les frontières. Nous, on demande que les mesures d'accompagnement soient mises en place, parce qu'on nous les avait promis depuis un certain nombre d'années, il n'y a rien qui avait été fait. Et tout à coup, quelques jours ou quelques semaines, 15 jours avant les votations, le Conseil fédéral prenait des mesures au niveau du chômage, parce qu'il avait quand même constaté qu'il y avait des abus. Puis ces abus, on les a déjà dénoncés depuis des années. On comprend bien. Raymond Clotu, pour terminer, vous nous parliez tout à l'heure de cette campagne neuchâteloise, vous êtes retiré de la vice-présidence, ça vous a fait de la pub, pas forcément de la bonne pub, vous nous disiez. Il y a un autre exemple, c'est cet agent de sécurité du Palais fédéral qui dit que vous avez tenté de l'écraser. Alors là aussi, ça a fait des choux gras dans la presse, c'est l'expression, quand on a parlé de vous. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je crois que j'ai jamais tenté d'écraser. Mais vous vous rappelez de ce moment de cet agent de sécurité? Oui, tout de même, je me rappelle très bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, nous avons eu une prise de bec. Mais sans plus, j'entends. Et je ne crois pas que c'est l'agent de sécurité qui a prétendu que je l'ai écrasé. Il y a ce 25 Minuten a reçu une lettre anonyme. Mais l'agent de sécurité, lui, n'a pas démenti, a priori. Oui, il a dit qu'il y avait eu une altercation. Et vous étiez en voiture, on a de la peine à comprendre comment ça s'est passé. Mais c'est très simple, comme ça s'est passé. J'étais arrêté pour les besoins, je crois, d'un tournage. D'accord. En principe, je me parque dans le parking métro qui était à grosso modo 80 mètres où nous étions arrêtés. J'ai baissé ma fenêtre, j'ai attendu un moment, j'ai demandé à l'agent pour combien de temps nous en avions, en français, pas de réponse. J'ai redemandé en allemand, en précisant si j'avais la possibilité, comme je n'étais pas très loin, si je pouvais juste me dévier sur la droite pour aller me parquer vers l'hôtel Bellevue. Et puis là, on m'a répondu, tu peux attendre comme tout le monde, j'entends. Et moi, sur ce, j'ai rétorqué, nous n'avons pas gardé les cochons ensemble. Puis voilà, malheureusement, c'est un petit peu parti, mais il n'y a rien eu il n'y a pas eu aucune volonté de ma part. Et de ça, on en sort, vous avez tenté de l'écraser. Alors de ça, on en sort, parce qu'à un moment donné, je suis sorti de mon véhicule, je voulais juste m'expliquer avec cette personne, que je trouve assez agressive. Et puis là, de nouveau, on me dit, mais il te faut remonter dans ton véhicule. Il y a même un autre agent qui est venu juste par derrière. Je suis remonté dans mon véhicule, puis moi, je voulais me mettre un petit peu sur le côté pour quand même m'expliquer. Je n'aime pas trop ces litiges comme ça, genre cours d'école. Et puis, tout à coup, il était devant mon capot. Et puis, effectivement, là, j'avais renclenché mon moteur
Je voulais faire une manœuvre, mais pas passer, bien entendu. Puis en remettant sur P, sur une boîte automatique, la voiture, si vous voulez, elle fait 3 cm et puis elle s'est juste appuyée comme ceci. Et à ce moment-là, il a eu peur, puis il m'a donné un coup de poing sur le capot. Et là, je suis sorti, là, j'étais un peu plus colérique de ma voiture en lui disant, mais mon capot. Voilà, votre capot va mieux? Mon capot va bien. Plus ou moins bien, non, mais le cas a été réglé le jour même. Faut pas que vous sortiez en boîte de nuit, vous. Le videur de boîte de nuit, vous n'allez pas supporter. Non, mais j'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais encore une fois, bon, je pense que voilà, c'est malheureux ce qui s'est passé, mais on n'a pas besoin d'en faire un drame, je crois. C'est vrai que c'est une bien grande histoire. Et c'est bien que vous ayez pu vous expliquer et qu'on entende la version. Et puis, il n'y a eu aucun Tout ça à cause de la boîte automatique, finalement. Protecta. Achetez-vous une voiture manuelle. Je ne sais pas si c'est, mais... Vous aurez moins de problèmes. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous recevoir quelques minutes. Merci beaucoup. Merci à vous.